Eh bien, nous allons sans plus attendre donc écouter les premières communications. À tout seigneur, tout honneur, monsieur le doyen qui avait la gentillesse de nous recevoir encore une fois. Monsieur le doyen de la faculté Paris 5 Descartes, donc va nous parler de l'évolution du concept d'agent infectieux du sarcopte de la Galle, 1667 je crois, au prion d'aujourd'hui, ce qui n'est pas une mince affaire en 20 minutes, mais l'année dernière, monsieur le doyen, vous nous aviez montré que vous étiez capable de faire encore plus vite que cela. À vous la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler en quelques minutes de l'évolution du concept d'agent infectieux. Je l'ai intitulé du sarcopte de la Galle au prion. Le sarcopte de la Galle, vous le voyez sur cette diapo, et le prion, vous le voyez à droite de cette diapo. Donc, une grande question depuis l'Antiquité, depuis que les Grecs sont sortis de la superstition et de la religion pour dire que tout phénomène a une cause. Eh bien, on s'est demandé à quoi étaient dues les épidémies et qu'est-ce que c'est que la contagion. Le concept de contagion, comme je vais vous le dire dans quelques instants, est assez tardif en fait. Alors, dans la définition de Diderot et d'Alembert de l'encyclopédie, la contagion, c'est la qualité d'une maladie par laquelle elle peut passer d'un sujet affecté à un sujet sain et produire chez ce dernier une maladie de la même espèce. Et on était à l'époque encore sous la férule de la théorie de la génération spontanée d'Aristote et de la théorie des miasmes, les miasmes étant définis dans cette même encyclopédie du XVIIIe comme des corps extrêmement subtils qu'on croit être les propagateurs des maladies infectieuses. Alors, je commence de façon, du fait de la brièveté de ce que j'ai à dire, à la Renaissance. Alors, à la Renaissance, c'est l'Italie, c'est Padoue, c'est toute l'Italie qui est le fer de lance de la science et en particulier en médecine. Et le grand précurseur de l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est l'homme qui a défini le contagium vivum en observant la syphilis qui était apparue apparemment après la découverte de l'Amérique et qui avait sorti la notion de contagion en observant cette épidémie de syphilis qui au début a été une épidémie extrêmement rapidement mortelle et qui a rapidement évolué en l'espace de 60-70 ans vers des formes beaucoup plus chroniques que sa forme de départ. La notion de contagion apparaît donc avec les grandes épidémies à la fin du Moyen-Âge. C'était conçu comme la transmission d'un principe morbide prévenu par des mesures d'hygiène, d'isolement et de prévention, en particulier pour la lèpre, la peste ou la syphilis. Évidemment, la médecine arabe a un grand rôle dans cette notion de contagion qui avait été pressentie avant Fracastor. Et en 1546, il publie un ouvrage fondamental sur la contagion, décontagionner et contagiosibus, j'ai fait pourtant 6 ou 7 ans de latin, morbis et curatione. Les maladies infectieuses, en particulier la tuberculose et la syphilis, sont transmises par des semences invisibles qu'il nommait virus. Ces particulés insensibiles sont transmissibles d'homme à homme à l'instar des germes, des grains de raisin pourris qui contaminent les grains sains. Pour que les germes puissent pénétrer notre corps, il faut qu'ils soient fins et ténus, et donc invisibles. Donc ça, c'était un concept, mais sans aucune preuve, évidemment. Alors, les premières idées concernant un lien de causalité entre un être vivant et une maladie viennent en fait de l'observation des vers. Et au XVIe, XVIIe siècle, jusqu'ici, on pensait que les vers qu'on voyait dans les selles, qu'on appelait lombricus, on pensait que ces vers étaient la conséquence de la maladie. Et un certain nombre de médecins, Olerius et puis d'autres médecins, on pensait que les vers qu'on voyait dans les selles étaient non pas la conséquence, mais la cause de la maladie, en particulier la cause d'occlusion et la cause de perforation intestinale. Et il y a des rapports d'autopsie où on montre clairement que des vers étaient la cause d'occlusion intestinale. Donc, lien de causalité entre un être vivant, macroscopique, facile à voir, et une maladie ou un désordre. Alors, en 1674, il y a une découverte fondamentale. Personne, la Bible ne l'avait pas prévu, personne n'avait prévu qu'il existait un monde invisible qu'on pouvait pressentir quand on regardait un rayon de lumière avec de la poussière. Quand on voit parfois un rayon de lumière, on voit beaucoup de petites poussières. Mais il y a un homme qui était un simple drapier qui a mis au point des microscopes et qui a découvert un monde absolument fourmillant
de la salive, du sperme. Il a tout découvert du monde microscopique. Et c'est véritablement le début de la microbiologie d'une part, mais de beaucoup d'autres sciences, l'histologie, l'anatomie pathologique, etc. C'est Anthony von Leeuwenhoek et son fameux microscope qui grossissait il a fait 300 microscopes, il y en a un qui grossissait jusqu'à 500 ou 600 fois. Et il a découvert les bactéries. Alors le premier qui a montré qu'un être vivant était la cause d'une maladie infectieuse, c'est encore un Italien qui s'appelait Giovanni Bonomo en 1687. Qu'a-t-il fait? Il voyait des galeux, et vous savez, la Galle était connue depuis l'Antiquité, et ces sarcoptes qu'on voyait, ces cirons, ce pellicello, c'était considéré, encore une fois, à cause de la génération spontanée, comme la conséquence de la maladie. Et il a montré que c'était par l'intermédiaire de ces sarcoptes on pouvait transmettre la maladie par les sarcoptes. Il aurait même fait des expériences de transmission à des individus sains. Il aurait transmis ainsi la maladie. Je me sens enclin à croire que la gale est décrite comme un mal de peau contagieux, n'est autre qu'une morsure, qu'un grignotement accompagné des démangeaisons. Il a observé ensuite et dessiné, comme vous le voyez sur cette diapo ici, il a dessiné des sarcoptes qu'il voyait au microscope et que j'ai mis ici au microscope à balayage actuellement. Et il a vu des mâles et des femelles, et il a aussi vu des œufs. À l'époque, on ne savait pas. Donc il a montré que la gale était une maladie due à des sarcoptes, que ces sarcoptes, il y avait des mâles et des femelles et qu'ils pondaient des œufs, ce qui à l'époque était tout à fait révolutionnaire. Cette publication qui avait été présentée par un autre grand Italien, Redi, qui avait fait des expériences extraordinaires sur l'origine des mouches et des asticots sur la viande pourrie, et qui est un grand prédécesseur de Spallanzani et de Pasteur, eh bien, cette publication est passée totalement inaperçue et on a continué à penser que la théorie des miasmes expliquait tout. Pendant le même temps, il y avait des épidémies qu'on observait également depuis l'Antiquité chez les végétaux, au XVIIIe et au XIXe siècle, parfois des épidémies, c'est pas exactement le mot, enfin des grandes maladies, des céréales, des rouilles, des nielles, de l'ergot de seigle, des maladies des vergers, des pommes de terre, des vignes, des tulipes, et progressivement, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, avec des microscopes, un certain nombre de personnes se sont dit que ça pouvait être des moisissures ou des champignons comme l'agent responsable. Et c'est la grande famine d'Irlande de 1845-1847 qui a mis le doigt sur l'origine de cette maladie des pommes de terre. Vous savez que soudainement, après plusieurs étés extrêmement pluvieux, les champs de pommes de terre, qui étaient la seule culture qui permettait de nourrir une population qui avait grossi à 8 millions d'habitants en un siècle, c'était leur seul moyen de se nourrir. Eh bien, cette épidémie, le mildiou, a détruit les pommes de terre. Il y a eu 1 million de morts, 1,5 million d'émigrés sur 8 millions d'habitants. C'est une maladie dont Thomas Wright, en 1813, avait déjà pressenti que c'était dû à une moisissure, parce qu'il y avait déjà eu des épisodes avant. Et c'est un révérend Berkeley, qui a observé l'agent responsable de cette maladie, qui est appelé Phytophthora infestans, que vous voyez sur cette diapositive. Et ensuite, le lien de causalité a été démontré par un grand spécialiste des végétaux qui s'appelle Heinrich de Bary, un Allemand, qui a montré qu'il arrivait à transmettre le mildiou par l'intermédiaire de ce champignon en culture. Donc les maladies des plantes montrent que les champignons sont importants. Les vers à soie ont également été très importants, très contributifs pour comprendre ce qu'était un agent infectieux. Alors des maladies comme la muscardine, la pébrine, la flacherie, les morphla, la gâtine, toutes ces maladies du ver à soie qui entraînaient des dégâts économiques ont été étudiées. Et un grand prédécesseur de Pasteur qui s'appelait Agostino Bassi, en 1835, a démontré qu'un champignon était responsable, Botrytis bassiana, était responsable de cette muscardine, une maladie qui détruisait les vers à soie et qui avait donc des grandes conséquences économiques en Italie. C'était une des toutes premières démonstrations qu'un agent infectieux était responsable d'une maladie après celle de Bonomo, d'une maladie chez un animal ou chez l'homme.
Alors Pasteur, évidemment, je vais être court sur Pasteur parce que c'est très connu. Pasteur a beaucoup étudié les vers à soie. Si on lit ce qu'il a fait, c'est quand même tout à fait admirable. Une maladie mystérieuse apparaît. En fait, on l'appelle la pébrine parce qu'il y a des grains de poivre sur les vers à soie. Il y a de nombreuses variantes. Il y a des variantes cliniques, la flacherine, morphala, gâtine. Et il montre tout d'abord que c'est associé à un parasite qu'on appelle aujourd'hui microsporidie. Et en fait, il s'aperçoit qu'il y a deux maladies intriquées, dont l'une est due, il ne l'a pas trouvé à l'époque, mais l'une est due à un virus qui entraîne une espèce d'immunodépression et les vers à soie meurent de surinfection bactérienne très rapidement. Donc il pratique une sélection des œufs et il sélectionne les élevages et fait disparaître la maladie. Mais il faut ici souligner, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui allait nous parler des teignes, du rôle des dermatologues. Les dermatologues sont souvent méconnus, ils le savent les dermatologues, mais en dehors des dermatologues, souvent c'est peu connu. Les teignes ont été les premières maladies avec la gale, les toutes premières maladies où on a pu impliquer des agents infectieux qui étaient en l'occurrence des champignons dès 1839, Schönlein, pour le favus. Et puis, il y a eu toute une série de découvertes. Il y a des livres des années 1850-1860 où il y a l'ensemble des maladies liées à des champignons chez l'homme qui sont plus ou moins contagieuses, mais enfin qui sont transmissibles indubitablement. Ça fait partie des précurseurs de Louis Pasteur. Ensuite, il y a eu le rôle des champignons et des bactéries dans la fermentation. La levure de bière est à l'origine de la fermentation. Ça, c'était une grande découverte de Cagnard-Latour et d'autres, de différents scientifiques allemands. Et puis, les découvertes de Pasteur sur les maladies du vin et les maladies de la bière liées à des agents infectieux si on peut dire. Chaque fermentation étant due à un micro-organisme spécifique. Cette notion de spécificité est également un concept important. Alors, encore un grand précurseur, Pasteur a eu beaucoup de grands précurseurs, le fameux Ignaz Semmelweis à Budapest et à Vienne, qui a démontré que les fièvres puerpérales étaient transmissibles et qui en a proposé une prophylaxie qui est le lavage des mains, tout simplement avec du chlorure de chaux. Et il a formulé donc la théorie des maladies infectieuses, et comme disait Céline, il allait toucher les microbes sans les voir. Il a eu un destin tragique par la suite. Alors là-dessus, en 1861, la théorie des germes ainsi que la démonstration par Pasteur de la fausseté de la théorie d'Aristote de la génération spontanée. Alors, les microbes sont à l'origine des maladies infectieuses, quels qu'ils soient, ça peut être des bactéries, des virus. Les virus n'étaient pas encore trouvés, et c'est un changement radical et complet de la manière de voir le monde par une théorie scientifique. Alors les tout premiers, je ne citerai que deux maladies, le charbon, avec Davenne et Robert Koch, Davenne a montré qu'il y avait des bâtonnets dans le sang des animaux qui mouraient de charbon, et il a montré qu'il pouvait transmettre la maladie avec le sang des animaux à d'autres animaux, des souris par exemple. Et Robert Koch, lui, a découvert les spores, les a mis en culture et a montré que ces cultures transmettaient la maladie à des souris. Il était médecin généraliste en Silésie. Il faisait ça dans son arrière-cuisine et il inoculait des souris qu'il attrapait dans son garage, et il a montré de façon remarquable le lien de causalité entre la bactérie et la maladie du charbon qu'il observait chez les bovidés de la région. La même chose pour la tuberculose. Là aussi, le lien de causalité a été établi d'une part par Jean-Antoine Villemain, puis par Robert Koch dans une démonstration magistrale où il a réussi à cultiver la bactérie, à la colorer et à reproduire la maladie chez l'animal. Donc clairement, on a jusqu'ici deux agents, trois ou quatre agents. On a d'une part des agents complexes, des protozoaires, des métazoaires, je veux dire des animaux comme le sarcope de la gale. On a des vers qui semblent être contagieux. On a des champignons et des bactéries. En 1892, on revient vers les plantes qui ont beaucoup contribué à l'évolution conceptuelle et vers l'expérience toute simple de Dimitri Ivanovski qui a montré que dans la mosaïque du tabac, vous voyez ici une feuille de tabac avec la mosaïque et ici une feuille saine. Lorsque l'on prend le jus, on peut transmettre la maladie à des plantes de tabac sains,
Et lorsqu'on filtre par les bougies de Chamberlain, c'est de la porcelaine dégourdie, c'est-à-dire qui est calibrée, qui a des pores extrêmement fins, qui ne laissent pas passer les bactéries, qui permettaient de filtrer l'eau, eh bien, ils transmettaient quand même la maladie. Donc il y avait quelque chose de très petit qui transmettait la maladie, c'était un virus. Et dès que cette découverte a été faite, d'abord elle a été contestée pendant 5 ou 6 ans, mais très vite, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on a trouvé des virus humains, le virus de la fièvre jaune, le virus de la rage, etc., qui semblaient passer à travers les bougies de Chamberlain. Et ce virus a eu aussi une destinée très, très extraordinaire, puisque Meredith Stanley, en 1935, réussit à le cristalliser, comme vous le voyez ici. Il le cristallise, il a eu le prix Nobel pour ça. Et stupéfaction, en 1939, dès que le microscope électronique arrive, on regarde, et qu'est-ce qu'on voit? C'est bâtonné. Un virus, c'est des bâtonnets. Est-ce que c'est ça? Et bien entendu, c'est des bâtonnets, mais c'est tout un monde énorme, avec toutes les formes possibles. J'en ai mis quelques-unes. Ici, ce sont des phages, des entérovirus, le virus de la grippe, le virus de la rage, les rotavirus, Ebola, ce filovirus responsable de fièvre hémorragique. Et on pourrait dire. Donc les virus, c'est des tout petits génomes de DNA ou d'ARN associés à une protéine et éventuellement à une enveloppe et qui se propagent chez l'homme, chez les animaux, chez les plantes et même chez les bactéries et chez les champignons. Alors, une autre découverte importante, donc on est à la découverte des virus et il y a une efflorescence de découverte de très nombreux virus humains jusque très récemment qui étaient ponctués par l'évolution des techniques de culture cellulaire et éventuellement de biologie moléculaire. Le virus de l'hépatite C, par exemple, a été découvert purement par biologie moléculaire. Et là-dessus, il y a une découverte importante qui a été faite par un Américain appelé Theodore Diner en 1967 et qui a montré que certaines pommes de terre, certaines tomates qui avaient des maladies qui n'étaient pas dues, qui semblaient être dues à des virus, mais en traitant l'agent infectieux supposé par des protéases ou par des DNases, il arrivait quand même à transmettre. Et il a défini un nouvel objet infectieux qui s'appelle les viroïdes. Et ces viroïdes sont des objets très curieux, c'est des ARN monocaténaires, c'est-à-dire qu'il y a un seul brin, c'est des ARN très courts, de 360 nucléotides, et qui ne codent pour rien. Et ils sont non codants, et ils rentrent dans les cellules, ils entraînent des dysfonctionnements, à savoir des tumeurs ou des maladies nécrosantes, etc. Aujourd'hui, il y a près de 300 viroïdes connus. Et tout phénomène biologique est souvent universel. Aucun viroïde n'a été trouvé jusqu'ici chez les animaux et l'homme, mais on disait ça des rétrovirus encore il y a peu de temps, enfin il y a encore 20 ou 30 ans, on disait qu'il n'y avait pas de rétrovirus chez l'homme alors qu'ils étaient chez les souris et les oiseaux. Donc il y a quand même une exception, ce que je vous dis, c'est le virus delta de l'hépatite humaine, qui est un petit virus qui a un domaine viroïde tout à fait similaire aux viroïdes des plantes. Je pense que les viroïdes ont de l'avenir en maladies infectieuses et qu'il y a encore des choses mais c'est à découvrir, mais c'est très difficile à détecter puisque c'est des RNA non codants qui pourraient être responsables de certaines maladies candidates. Restent les encéphalopathies spongiformes. Excusez-moi, il y a une faute d'orthographe. Et le concept de prion. Alors là, ça se passe en 2 étapes, en 2 ou 3 étapes. D'un point de vue historique, on connaissait des épidémies tremblantes du mouton depuis le XVIIIe siècle. En 1732, la première description en Angleterre, il y avait des troupeaux entiers qui commençaient disons, à trembler et à se gratter. Vous voyez ce mouton qui se gratte ou qui tremble. Il y a différentes formes cliniques. Et c'est contagieux entre les moutons, mais apparemment, on pouvait à l'époque manger ces animaux. Jusqu'en 1997, les animaux atteints de tremblantes étaient mis dans la chaîne alimentaire, mais de toute évidence, ils ne transmettaient pas de maladie apparemment. En 1936, une découverte qui est passée totalement inaperçue, c'est que deux Français, vétérinaires français, Cuillet et Schell, ont transmis la tremblante, qu'on appelle en anglais scrappy, en prenant des broyats de cerveau d'un animal atteint de tremblante et en le transmettant par voie intraoculaire, par exemple, ou intracrânienne aux animaux. Ils ont montré une chose capitale qui avait échappé à leurs prédécesseurs, c'est qu'il fallait attendre 1 ou 2 ans avant de voir apparaître les signes cliniques. Actuellement, la tremblante, vous voyez, est très répandue dans le monde. J'ai mis les principaux foyers actuels.
Là-dessus, le premier épisode de la découverte des prions se passe en 1950. Un médecin allemand, d'origine allemande et de nationalité australienne, Vincent Zigas, observe dans une petite tribu de forêt, c'est-à-dire à peu près 8000 personnes, si je me souviens bien, une maladie très particulière qui est une démence qui atteint des jeunes et qui se termine assez rapidement, de 1 ou 2 ans, ils se tiennent d'abord sur des bâtons, ils n'arrivent plus à tenir debout, puis ils meurent grabataires dans des conditions épouvantables. Le kourou signifie en Nouvelle-Guinée trembler de peur et de froid, et les forêts étaient une population de 8000 personnes chez lesquelles la maladie était apparue relativement récemment, probablement il y a 1 ou 2 générations avant que Zigas ne l'identifie. Et c'est une maladie encéphalopathie spongiforme qui est très proche au point de vue anatomopathologique de la tremblante du bouton et du Creutzfeldt-Jakob, c'est-à-dire des trous dans le cerveau, pas une perte neuronale, mais pas une spongiose, mais pas de réaction inflammatoire. C'est une grande caractéristique, pas de réaction inflammatoire, contrairement à toutes les autres maladies infectieuses. Là-dessus, Zigas écrit à comment s'appelle-t-il, à Burnett, en Australie, et Burnett lui envoie Carlton Gage-Dussek, qui a été prix Nobel en 1976. Et Carlton Gage-Dussek débarque là-bas, le 2e jour, en Nouvelle-Guinée, et il va avec Zigas voir les patients dès le 2e jour, et il décide de rester pendant 1 an. Il était médecin, virologue, anthropologue. Il reste 1 an parmi eux. C'était des tribus cannibales, mais qui ne mangeaient que leurs parents. Et il a vraiment tout étudié, la thèse génétique, etc. Et il a conclu que ça devait être lié au cannibalisme et qu'il y avait quelque chose dans le cerveau. Il a commencé à faire des expériences de transmission et il a réussi à transmettre à l'animal le kourou. Et donc, il a fait un article dans New England Journal of Medicine qui lui a valu le prix Nobel en 1976. Et l'arrêt du cannibalisme rituel a fait disparaître la maladie, comme vous le voyez sur cette courbe. Et il a fait toutes sortes d'observations extrêmement importantes, y compris l'absence de transmission par le lait maternel et tous les moyens de transmission de la maladie, en montrant que les hommes, par exemple, qui mangent les muscles, et qui ne mangent pas le cerveau, ne font pas la maladie, alors que les femmes et les enfants qui mangent le cerveau font la maladie, etc. Alors, première étape, donc, il y a une maladie, le kourou, qui ressemble beaucoup au Creutzfeldt-Jakob, qui ressemble beaucoup à la tremblante, mais on ne sait pas à quoi c'est dû. Il y a un principe qui transfère. Et là, c'est un pédiatre, un neuropédiatre américain de San Francisco, Stanley Prusiner, qui a eu le prix Nobel en 1997, qui montre que l'agent infectieux est une protéine sans acide nucléique. Il l'a montré en 1982. Ça a été extrêmement difficile comme démonstration, car il avait toute la communauté scientifique contre lui. Tous ses papiers étaient refusés à Nature, à Science, etc. Et voilà ce qu'il a fait, je résume, 10 ou 15 ans de travail. Vous partez d'un cerveau, ici avec une spongeuse, vous voyez, il y a plein de trous. Et dans ces trous, à l'anapate, on voit des plaques amyloïdes. Et quand on regarde au microscope ces plaques amyloïdes, on voit des fibrilles. Donc il a purifié ces fibrilles et il a obtenu une protéine. Cette protéine, sans acide nucléique, irradiée pendant des heures avec différentes radiations ionisantes, donc censée ne pas contenir d'acide nucléique, transmettait la maladie. Une protéine très purifiée. Alors que fait-il? Eh bien, il microséquence cette protéine. Il identifie, regarde ce que c'est que cette protéine, il la microséquence, c'est-à-dire qu'il regarde chaque acide aminé, et ensuite il va dans les banques de données, et là, déception énorme, pour lui peut-être, il trouve que c'est une protéine normale du cerveau qui est codée par un gène connu qui s'appelle GPRNP et qui est porté par le chromosome 21 des sujets normaux. Donc, à partir du cerveau, on peut transmettre la maladie. On peut transmettre la maladie à partir d'une protéine très purifiée et cette protéine est une protéine normale apparemment du cerveau. Et il cristallise cette protéine qui a l'allure que je vous donne et qui fait environ 254 aminoacides. Et alors je vais revenir à ça dans un instant, et il émet la théorie très contestée qu'à l'époque, mais maintenant tout à fait admise, qu'en fait la protéine peut changer de forme, qu'il existe une protéine normale que vous voyez ici en haut, avec 2 hélices alpha et 2 feuillets bêta. Les feuillets bêta sont en bleu, et elle va changer de forme, et en changeant de forme,
elle devient extrêmement hydrophobe, extrêmement résistante aux protéases. Et c'est à ce moment-là qu'elle donne la maladie. Alors, ceci était contesté jusqu'à, et c'est les expériences qui lui ont valu le prix Nobel. J'essaye d'aller en arrière, mais je ne sais pas comment je fais. Voilà. Alors, c'est la première démonstration d'une originalité exceptionnelle. Voilà, il a un gène normal qui code pour une protéine normale qui existe chez chacun d'entre nous. Et puis, il a une protéine dont il pense qu'elle a une forme différente, qui a des propriétés différentes. Cette protéine est hydrophobe. Comment montrer que cette protéine a un rôle? Et là, il fait une expérience, celle qui lui a eu le prix Nobel. C'est cette expérience-là, je résume ici plusieurs années de travail. Il prend des souris normales et il leur détruit sur les 2 chromosomes le gène qui code pour la protéine supposée codée pour les prions. De façon extraordinaire, c'est viable. Les animaux, je ne dirais pas qu'ils sont normaux, ils ont des petits troubles du cervelet, c'est viable. Donc il a ces animaux dits knock-out, ces souris knock-out, et là, il leur injecte les prions et ils sont totalement résistants. Donc le gène normal est nécessaire à l'expression de la maladie. Et la théorie actuelle est toute simple. Quand vous vous contaminez avec des prions, vous mangez, avec la cervelle de vache folle par exemple, vous mangez des quantités infinitésimales de prions. Ces prions vont entraîner une réaction en chaîne, c'est-à-dire que la protéine prion est très hydrophobe, elle va s'accrocher à la protéine normale avec une affinité extrême, et la protéine normale change de forme. Et donc dans un neurone, dans un lymphocyte qui est très riche de cette protéine, on va mourir en transformant sa propre protéine en protéine anormale, et ça fait apparaître ces fibrilles et ça entraîne la mort neuronale. J'essaye de résumer en très peu de mots. Donc c'est le caractère hydrophobe qui entraîne, qui mobilise toutes les protéines normales qui sont transformées en protéines anormales, et ça entraîne la mort cellulaire. Donc vous voyez que qu'est-ce que c'est un agent infectieux finalement? Ça peut être un métazoaire, un animal comme le sarcope de la Galle ou comme les ascaris ou comme les schistosomes. Ça peut être des protozoaires comme les agents, par exemple, de la maladie de Chagas ou bien du paludisme. Ça peut être des bactéries. Pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup d'agents infectieux, ce sont des bactéries ou des virus. Ça peut être des viroïdes chez les plantes. Et chez l'homme, il y a aussi ce mystère des prions. À quoi ça sert finalement qu'une protéine vous entraîne une encéphalopathie? Quelle est la signification? Est-ce que ça a une signification? Est-ce que c'est une maladie infectieuse ou est-ce que c'est un empoisonnement? Voilà comment je conclurai cette conférence. Merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, Monsieur le Président. Monsieur le Doyen, pardon. Vous n'avez pas été trop long, Monsieur le Doyen, d'autant que vous avez été particulièrement passionnant et que je pense vous avez passionné l'auditoire. Y a-t-il des questions à poser sur ce sujet? Monsieur le professeur Batin, monsieur le docteur Fabre, ensuite. Monsieur le Doyen, oui, j'étais passionné par votre fresque, là, faite rapidement avec l'essentiel. Alors j'aurais une remarque et puis une question sur les prions. Alors la remarque, c'est que parmi les précurseurs de Pasteur, il y en a un qui me touche particulièrement parce que je lui ai consacré un travail et en particulier j'ai relaté ses écrits dont certains étaient inédits et qui a été qualifié de précurseur de Pasteur par Grancher lui-même, Grancher qui faisait les vaccinations au nom de Pasteur. C'est Jean Hameau qui était un modeste médecin de campagne. C'est rare qu'un médecin de campagne arrive à la célébrité. Sa statue à la thèse de bûche a été fondue par les Allemands en 1942 et on vient de faire un comité de soutien avec Madame Veil en particulier, pour refaire cette statue, parce qu'il a été vraiment tout à fait remarquable, un observateur dans tous les domaines, et en particulier avec sa théorie des virus, qu'il a échafaudée pendant des années, en comparant les maladies des plantes, des animaux. Il avait vu la transmission de la morve du cheval à l'homme, et des maladies des humains. Et il avait envoyé à l'Académie de médecine en 1830 son mémoire, La théorie des virus, que j'ai trouvé d'ailleurs, et qui est resté lettre morte à l'époque.
Et là, il décrit véritablement la contagion, l'incubation. Il fait le rapprochement de la vaccine, de la variole, et déjà, il pense à l'immunité croisée. Il ne parle pas d'anticorps, mais il dit qu'il y a des substances qui peuvent inhiber lors d'une deuxième contamination. Bref, on n'a rien à changer de ce qu'il a écrit à l'époque, ce qui est vraiment est tout à fait remarquable. Et il avait parlé de virus. Alors, je ne sais pas s'il avait lu Fracastor, parce que vous avez cité quelqu'un qui parlait de virus. Mais comme il était latiniste, il avait appris... Dans le sens latin du terme. Voilà, et parce que ce Jean Hameau était un excellent latiniste et il avait pris le mot de virus chez Cicéron, ce qui veut dire poison. Et on sait bien la fortune du mot actuel en informatique en particulier. Et il était allé jusqu'à donner des conseils prophylactiques. Il y a eu une épidémie de choléra dans les années 1840 et il avait conseillé des mesures de mettre du sel, de mettre des antiseptiques, comme nous dirions, dans les sels, etc. Et pour qu'il n'y ait pas de contamination du scalpel, par exemple, lors des saignées, de tremper les instruments dans du sulfure de mercure. Il était vraiment très, très anticipateur. Voilà, donc cette remarque et cet hommage que je veux faire à ce... J'associerais cet hommage à celui de Jenner, parce que Jenner était aussi un médecin de campagne. Tout à fait extraordinaire. Qui est tout à fait extraordinaire, son histoire. Tout à fait, qui avait remarqué que les vétérinaires en contact avec le cowpox étaient indemnes. Voilà. Donc c'est le même genre de personnage. Alors ma question concerne ces prions qui nous interrogent, pédiatres, utilisant l'hormone de croissance extractive et avec le drame qui s'est produit, en particulier en France, avec ces lots contaminés. Alors, on connaît par exemple un isolat de juifs libyens qui consomment régulièrement, ou qui consommaient, je ne sais pas s'ils le font encore, des yeux de mouton, et qui avaient une quantité de Creutzfeldt-Jakob absolument extraordinaire. Mais on sait aussi qu'il y a un Creutzfeldt-Jakob spontané sur 1 million d'habitants, et que Michel Fokine, par exemple, le célèbre chorégraphe, en est mort. Alors, c'est peut-être l'explication d'ailleurs du kourou de Nouvelle-Guinée. Il y avait parmi ces gens qu'il dépeçait, parce qu'il y a aussi la contamination cutanée, et qui ingérait le cerveau, c'est probablement un cerveau d'un Creutzfeldt-Jakob spontané. C'est l'hypothèse dominante, c'est que le kourou qui était apparu à peine 50 ans avant, chez les forêts, il y aurait quelqu'un qui serait mort d'un Creutzfeldt-Jakob spontané, qui aurait été consommé par la famille. Oui, et alors le sang. Le sang, vous n'avez pas parlé du sang. Je ne peux pas parler de tout. Oui, bien sûr. Alors, il y a ce problème quand même qui est très, très troublant des contaminations par le sang. Est-ce que vous pouvez donner quelques explications ? La contamination par le sang, ça a été fait notamment, c'est un danger potentiel qui est maintenant considéré comme un risque transfusionnel. Il semble que les vaches, par exemple, ou les moutons infectés expérimentalement seraient contagieux seulement quand ils ont des signes cliniques, lorsqu'ils sont très atteints, tout à fait à la fin. Il y a eu des expériences faites sur 40 ou 50 moutons et 2 ou 3 fois, on a réussi à transmettre la maladie par le sang, mais il fallait que les animaux soient très malades. Alors je parle de la maladie des vaches folles, parce que la tremblante est considérée comme non contagieuse. Ça c'est sûr, sinon toute la population serait morte, puisqu'on a tous consommé, à un moment c'était la mode des cervelles qu'on mettait pour les bébés, on leur faisait manger des extraits de cervelle. Et vous savez par exemple qu'en Angleterre, qui a été très exposée à la maladie des vaches folles, on mettait du cerveau de vache dans les beefsteaks hachés, jusqu'à 10% pour faire un liant. Et ça, c'était vraiment une très forte exposition. Heureusement, il n'y a pas eu plus de 200 ou 300 personnes qui sont mortes, ce qui prouve que l'espèce humaine est assez résistante. Mais comment faire pour écarter ce risque du sang ? C'est l'interrogatoire et éliminer les gens à risque de Creutzfeldt-Jakob. Donc il y a le Creutzfeldt-Jakob spontané qui arrive à 65 ans, il y a le Creutzfeldt-Jakob iatrogène chez des médecins, des anapathes, des chirurgiens qui a été vu, il y a le Creutzfeldt-Jakob transmis par l'hormone de croissance mais qui a été transmis par d'autres hormones, il y a des cas australiens et des cas américains, et puis il y a le Creutzfeldt-Jakob génétique, c'est-à-dire le Creutzfeldt-Jakob qui apparaît à 40 ans chez des jeunes. C'est une maladie génétique avec des variantes très proches, en particulier une maladie absolument fascinante qui s'appelle l'insomnie familiale fatale, qui est une maladie extraordinaire. À l'âge de 40 ans, voilà des gens qui ne peuvent plus dormir, mais plus du tout, même avec des hypnotiques, etc. Et ils vont vivre à peu près 6 mois, sans dormir 1 minute. Donc, et c'est toujours mortel.
Et il y a quelques maladies, c'est surtout en Italie que c'est décrit, il y a quelques maladies, quelques familles comme ça connues, c'est très rare, c'est fascinant au point de vue physiologique, qu'est-ce qui se passe. Ils ont des mutations dans la protéine en question. Voilà, excusez-moi, je vais essayer de répondre. Oui, André Fabre. J'ai beaucoup apprécié l'exposé brillant du doyen Berche sur le concept de maladie infectieuse. Et je voudrais quand même apporter en complément une date qui me paraît emblématique, c'est celle où, dans l'ulcère gastro-duodénal, on est passé des théories les plus fantastiques, les plus variées, à celle d'une théorie de la maladie infectieuse. Alors c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Barry Marshall était un jeune étudiant en médecine qui cherchait un sujet de thèse. Il commence sur un premier sujet et ça ne marche pas. Et il va voir l'anapathe qui s'appelait Warren. Et l'anapathe lui dit, tiens, j'ai vu des bactéries dans l'estomac de gens, enfin dans l'estomac de gens qui ont des ulcères du duodénum. Et bon, alors, chose intéressante, ça avait été vu depuis un siècle. Depuis un siècle, on avait vu sporadiquement des bactéries dans l'estomac. Moi, si j'avais fait le cours de cet amphi, j'aurais dit aux étudiants en médecine, il n'y a pas de bactéries dans l'estomac, le pH est à 1, etc. Et puis, il fait un travail, il collige une douzaine de cas, il envoie un congrès de gastro-entérologie australien, puisque ça se passe à Melbourne ou à Sydney, je crois que c'est Melbourne, il envoie un abstract, 93 abstracts, il y en a 3 qui sont refusés, le sien est refusé. L'année suivante, il réussit à publier dans Lancet un petit papier qui a été très décrié, et ensuite il a réussi à cultiver la bactérie. Ça, c'est en 83, on arrive vers 86, 87, et puis un jour, il boit la bactérie, Barry Marshall, et il a une gastrite aiguë. Et ensuite, alors personne ne le croit, en particulier il y a une réticence très forte en France. Les gastro-entérologues français disaient, moi je me souviens, on me disait, mais il y a des fous en Australie qui disent qu'il y a une bactérie qui est responsable de l'ulcère du duodénum et des gastrites. Et là-dessus, il y a un papier de New England de 1992 qui dit, vous donnez de la pénicilline aux ulcéreux, ils guérissent. Et Barry Marshall a continué, et il a montré que le cancer de l'estomac était dû donc à une infection chronique à Helicobacter pylori, et il a eu le prix Nobel en 2005 avec Warren. C'est le seul anapathe de l'histoire qui a eu le prix Nobel, son collègue Warren, qui avait fait l'observation, qui l'avait accompagné. Vous voyez, c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Le lien de causalité. Merci, monsieur le doyen, de cette grande fresque, avec quand même une rupture dans cette fresque, c'est celle de la dernière étape du prion, où manifestement, jusqu'à présent, il y a eu toujours un intérêt partagé, solidaire dans l'infection, entre l'hôte, le vecteur et l'environnement. Et pour la première fois dans ce cycle normal d'explication de la persistance du phénomène infection, on s'aperçoit qu'avec le prion, aucune de ces légitimes intérêts partagés ne peut être perçue. Est-ce qu'il faut toujours appeler le domaine de l'infection le prion? Alors, c'est peut-être là où il faut faire la distinction entre une maladie transmissible et une maladie infectieuse. Car la probabilité, parce qu'un patient atteint de Creutzfeldt-Jakob n'est absolument pas contagieux. Vous pouvez, vous pouvez avoir des relations intimes avec eux. Jamais vous n'attraperez la maladie. C'est ce qu'on explique au moment où il y a eu ce pic en 85, en 95. Je veux dire, on a dit aux médecins et aux étudiants, c'est pas contagieux, sauf peut-être par le sang, effectivement. Donc, à mon avis, ça n'est pas une maladie contagieuse classique, car on a peu d'occasions de manger le cerveau de son ennemi. Et donc, je pense que c'est un empoisonnement. Que c'est un cas très particulier, mais très intéressant, car ça lie une maladie transmissible à la génétique. On est aux confins, il y a des Creutzfeldt-Jakob génétiques, 10%, 5 cas par an en France, et il y a 45 Creutzfeldt-Jakob qui sont vers l'âge de 60-65 ans, des démences préséniles, et puis après, il y a des cas transmis accidentellement, les neurochirurgiens, les anapathes qui ont fait des Creutzfeldt-Jakob. Juste un petit témoignage ethnographique. On parlait des juifs libyens qui mangeaient des yeux de mouton. J'ai eu la chance de pouvoir suivre pendant 25 ans les fêtes de Pampelune et nous mangions rituellement de 2 douzaines d'yeux de mouton sans jusqu'à présent de problème grave. Vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien. Oui.